Alors, je continue ma petite chronique sur le GN, notre chronique linguistique, puisque ça devient un peu mon cheval de bataille, le GN et le NG, puisqu'on sait que le ing apparaît dans l'esprit des francophones comme la marque par excellence de l'influence anglaise en France. Et j'ai montré à quel point c'était plutôt le contraire, enfin que c'était le ING d'origine française, bien évidemment. Et donc je continue ma série, je renvoie aux précédents épisodes, si on peut dire. Je prends par exemple le mot anglais spare. Spare, ça vient de épargner. Et on en trouve d'ailleurs en allemand Sparkasse, épargner. Bon, beaucoup de Français ne voient pas le rapport, parce qu'il manque justement le GN. C'est épargner, vous enlevez, vous mettez GN après spar, ça fait, et vous mettez un E avant spar, c'est classique, ça devient épargner. Bon. Et d'ailleurs, on a le même problème quand les Anglais disent Spain ou Britain, ils enlèvent le G. Donc le G, le GN, c'est pas une chose qui est évidente pour eux, hein, du tout. Et ça montre bien que c'est pas du tout, la notion de ING, GN n'est pas du tout anglaise. Elle n'est pas dans l'esprit anglais. Ils le subissent, bien évidemment, mais ça n'est pas dans leur mode de fonctionnement. De même que, par exemple, l'autre jour, je parlais de campaign, qui s'écrit C-A-M-P-A-I-G-N, alors parfois ils le font. Dans reign, aussi, le fait de régner, ils écrivent ça R-E-I-G-N. Donc ils ont à la fois tendance à l'accepter, tendance à le refuser, cela dépend des cas, peut-être que ça passe la différence entre l'oral et l'écrit, mais en tout cas, c'est un point important, cette histoire du GN et du NG. Alors, je reviens sur le fait que la traduction, on est soit dans le domaine de l'emprunt, c'est-à-dire que le traducteur, face à un mot étranger, garde le mot étranger. Les traducteurs sont des agents majeurs de l'entrée de mots étrangers dans une langue. Il ne faut pas l'oublier, ça. De même que les traducteurs sont aussi ceux qui constituent des calques. Ils ne veulent pas prendre le mot étranger tel quel, mais le transposent. Alors on en a parlé longuement des transpositions de toutes sortes. Récemment, j'ai parlé justement du self, du alone, alone qu'il faut lire all one. Et lonely, c'est complètement aberrant de mettre lonely, parce que lonely, c'est all one, mais on enlève le A du début du mot. Bon, mais ça, ce sont des calques. Donc on a le calque, on a l'emprunt, qui sont les deux mamelles de la présence étrangère dans un pays. Sans parler d'autres questions, comme par exemple certaines formes grammaticales, certaines syntaxes, cette forme syntaxique. Quand on compare langue, moi j'ai la chance de connaître l'anglais et l'allemand, et donc je peux jouer là-dessus. La construction de la phrase en allemand est probablement plus proche de l'ancien anglais que la construction de l'anglais moderne, qui est beaucoup plus calquée sur le français. C'est pour ça que pour un français, plus facilement d'apprendre le français. C'est plus facile d'apprendre, pour un français, c'est plus facile d'apprendre l'anglais que pour un allemand, contrairement à ce qu'on dit. Parce que d'une part, la construction de la phrase est comme en français, et deuxièmement, parce qu'il y a énormément de mots d'origine française. Et même dans l'allemand, il y a beaucoup de mots d'origine française. Donc, bon. Voilà, donc, voilà. Alors, on parle de. Oui, l'emprunt, c'est une forme de conversion, quelque part, d'un mot étranger vers la langue d'accueil. Et en ce sens-là, l'emprunt est une forme fait partie de la médialité, dont je parle assez souvent. La médialité, c'est-à-dire un mot qui est à la fois, qui vient de l'étranger, mais qui veut s'intégrer dans une autre langue. Et on dit souvent, on dit les mots étrangers. Donc l'emprunt, son statut est très particulier. C'est un statut ambivalent, hybride. Et la question est sa place. Donc voyez-vous,
avec l'emprunt, on est en plein dans ce que j'appelais la médianité. Qu'on retrouve dans le christianisme, qu'on trouve dans l'immigration, etc.